Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle web rencontre qui va vous permettre de découvrir les actions de Corail. Donc Corail qui permet aux entreprises de s'engager dans la régénération des écosystèmes marins des côtes africaines et qui est aujourd'hui représentée par sa fondatrice, Djemila Donti. Djemila va vous présenter les actions de Corail pendant une quinzaine de minutes, puis nous aurons un échange qui vous permettra de poser vos questions, questions que vous pouvez poser dès à présent dans le chat sur Zoom et sur LinkedIn et que je relayerai à l'oral. Bonjour Djemila, je te laisse la parole et je te laisse partager ton écran. Bonjour Mélissa, bonjour à tous. Merci à Respect Océan pour cette opportunité de présenter notre action. Et du coup, je vais de ce pas prendre la main pour partager mon écran. Eh bien, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de Corail, qui est une start-up aujourd'hui incubée à Eura Technologies, qui est membre de Respect Océan depuis maintenant un an. Et aussi, ça fait un an aussi qu'on existe. Et l'idée, c'est un peu de vous parler de notre action pour que vous compreniez comment agir avec nous dans la régénération des écosystèmes marins. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous poser la question de ce que c'est, puisque vous êtes tous là. Mais j'aime bien quand même remettre cette image. Donc là, on est devant, je vais faire la question rhétorique, hein, savez-vous ce que c'est? Eh bien, c'est un squelette de corail. Souvent, quand je montre cette image en début de pitch, de rencontre, la plupart des gens, en fait, ont un peu de mal à me répondre. Ils me disent, j'imagine que c'est un corail, déjà. Donc, ça veut dire que c'est une image qu'ils ont rarement vue. Mais souvent, en plus, ils sont pas capables de me dire si il est en bonne santé, mauvaise santé. Alors que si je montrais un arbre brûlé, tout le monde serait capable de me dire qu'en fait, c'est un arbre brûlé, en mauvaise santé, enfin, qui est mort, en fait. Et donc, je montre toujours cette première photo pour rappeler le contexte et rappeler à quel point ce qui se passe sous la mer est méconnu et que c'est important de remettre en perspective ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais ce squelette de corail, en fait, c'est pas tout simplement un bout de corail. Aujourd'hui, c'est aussi une part de mon histoire personnelle. C'est aussi l'illustration d'une de nos plus grandes menaces, qui est le changement climatique. Et enfin, c'est une opportunité économique aujourd'hui face à un enjeu écologique. Je m'explique. D'abord, rapidement, mon histoire, puisque Corail est né de là. Moi, je suis née à Madagascar, j'ai grandi là-bas, de parents entrepreneurs qui ont toujours travaillé avec la nature. Mon père a créé un parc zoologique de lémuriens, dont l'idée était de montrer des lémuriens en liberté et de créer une interaction avec les humains, de sorte à sensibiliser le grand public à l'importance de préserver ces animaux qui aujourd'hui vivent dans les forêts, qui sont en train de disparaître. Et donc, comme les forêts sont en train de disparaître, ces animaux aussi sont en voie de disparition. Et ma mère, elle, a créé une boutique d'aquarium. Donc, en gros, j'ai grandi déjà au milieu de tout ça, de la sensibilisation autour des animaux, mais aussi du contact avec les animaux. Et puis, vient 2020. Je suis en France à ce moment-là, je viens tout juste de finir mes études. Et en parallèle à Madagascar, il se passe trois choses. La première, c'est que la ferme de corail qu'avaient créé mes parents, euh, dont l'objectif principal était de bouturer du corail pour l'exporter pour les aquariums, voit son activité suspendue. Mon père, qui en était le gérant, décède malheureusement cette même année, et je prends conscience à ce moment-là que le paysage de mon enfance est en train de disparaître. On a déjà perdu aujourd'hui la moitié des récifs coralliens dans le monde. On a déjà perdu un tiers de la mangrove euh, dans le monde. Alors que aujourd'hui, tout le monde continue de rêver en fait de ces beaux paysages de cartes postales. On continue toujours de s'imaginer aller dans des endroits magnifiques comme cela. Alors qu'aujourd'hui aussi, on a quand même conscience de la situation climatique, enfin une partie, on commence à progressivement le
prendre conscience de la situation de l'urgence climatique aujourd'hui, beaucoup l'associent encore à la protection des forêts, à la protection du terrestre, à ce qu'on voit, ce qu'on connaît bien. Et pourtant, on oublie, comme je le disais en introduction, qu'en fait, en dessous de la mer, une extinction de masse était en train de se produire, est en train de se produire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a déjà perdu la moitié de nos récifs coralliens et les chiffres ne sont pas, les prédictions ne sont pas très bonnes puisque dans la zone qui va m'intéresser en particulier, qui est l'Afrique et en particulier l'océan Indien de l'Ouest, les récifs coralliens sont menacés de disparition totale d'ici 2070 si nous ne faisons rien. Et cette cause, on la connaît, enfin, les trois principales causes sont le réchauffement climatique, le réchauffement des eaux, qui cause le stress, qui font que les coraux, en fait, étouffent en expulsant les algues qui leur permettent de respirer, mais aussi la pollution, les destructions directes liées aux activités humaines mal gérées, surpêche, surexploitation touristique. Et donc, face à tout ça, alors même qu'on sait aujourd'hui que ces écosystèmes sont essentiels, ils capturent la majeure partie du carbone dans le monde, ils abritent une grande partie de la biodiversité marine tout en occupant une petite surface. Les coraux occupent moins de 1% de la surface des eaux. Et même en sachant que tous ces écosystèmes nous apportent des services importants, touristiques, en apport en nourriture et même en apport en matériaux, eh bien, face à ce constat, on remarque qu'en fait, il y a pléthore de tentatives de solutions qui existent. Déjà, effectivement, les gouvernements ont été obligés de s'emparer de cette question et donc sont nées à ce moment-là différentes législations guidées par les objectifs de développement durable de l'ONU. Et donc, à partir de 2024, et c'est là que ça va nous intéresser, les entreprises de plus de 500 salariés vont être obligées de publier leur impact écologique, que ce soit sur le carbone, mais aussi sur leur émission carbone, mais aussi sur la biodiversité. Et ça, c'est une révolution qui va nous permettre, nous, d'agir en fait et de trouver un levier, celui d'engager les entreprises dans la régénération des écosystèmes marins. Et donc, au milieu de toute cette complexité à laquelle vont faire face les entreprises, un reporting qui va être d'autant plus compliqué, des normes à laquelle il faut répondre, nous, avec Corail, on a créé une opportunité qui leur permet de simplifier leur activité, leur action. Je m'explique. Ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux entreprises de s'engager dans la régénération des écosystèmes marins des côtes africaines. Donc, on va à la fois permettre de réduire l'empreinte carbone, d'améliorer l'empreinte biodiversité en apportant une solution à la vie aquatique, mais aussi une partie de notre ADN qui est importante, c'est que nous croyons au fait de créer une économie nouvelle pour notamment les anciens pêcheurs des zones côtières dont le métier est en train de disparaître du fait de l'appauvrissement de la population marine. Je parle des pêcheurs malgaches, par exemple, qui ont de moins en moins de poissons à pêcher, donc de moins en moins d'activités. Et donc, nous, on va rediriger, recréer un emploi pour ces gens-là. Et ils vont devenir donc les soigneurs de coraux chez nous. Et enfin, le dernier aspect important aussi, c'est que, en fait, replanter, régénérer, remettre de la vie, ça sert à rien si à côté, on ne sensibilise pas à l'importance de protéger et d'arrêter de détruire. Et donc, on a vraiment un élément important autour de la sensibilisation. Et ça me vient du coup à vous expliquer concrètement comment on fait. Eh bien, on a tout simplement trois programmes très simples. Il y a le programme biodiversité, où vous allez replanter du corail à travers nous. Donc, nous, replantons au nom de l'entreprise des mètres carrés, kilomètres carrés de coraux.
Et pendant 3 ans, on s'engage à donner accès à l'entreprise qui aura financé ces différents coraux, donner accès à un rapport d'impact annuel et donc à un suivi de cet impact, la croissance de la taille des coraux, le nombre d'espèces de poissons ramenés dans la zone grâce à la plantation de ce nouveau récif. Et évidemment, bien sûr, des photos, des images qui permettent aussi à ceux qui ont financé cette plantation de se projeter et de voir, comme je vous disais, puisqu'on ne voit pas ce qui se passe sous la mer, à moins d'être plongeur. Le deuxième programme, c'est le programme Carbone Bleu, puisqu'on a un mécanisme aujourd'hui qui, bien sûr, effectivement, a aussi parfois mauvaise presse, malheureusement, mais pourtant, c'est un mécanisme important parce que ça permet aux entreprises de s'engager. Je parle bien du crédit carbone. Donc, notre deuxième programme, c'est de replanter de la mangrove. Et là, pareil que pour les coraux, on va s'engager pendant 5 ans cette fois à donner accès à l'entreprise qui l'aura financé à un rapport d'impact annuel, au suivi de la forêt qu'ils auront replantée, mais aussi à la possibilité d'obtenir un crédit carbone à l'issue de cette plantation. Et le troisième programme, c'est le programme de sensibilisation. Et là, en fait, on a plusieurs offres personnalisées. Les entreprises peuvent choisir de sensibiliser leurs collaborateurs ou de sensibiliser les populations locales et à ce moment-là de parrainer des actions de sensibilisation comme nous pouvons faire autour de nos plantations. Et l'idée, c'est en fait, on joue sur 3 mécanismes, c'est-à-dire que l'entreprise va soit, grâce à son investissement en plantant chez nous, euh, rééquilibrer sa stratégie climat, rééquilibrer son bilan biodiversité, son bilan carbone. C'est aussi un levier pour embarquer ses salariés dans ses valeurs. Pensez aujourd'hui l'importance de l'engagement écologique de l'entreprise aux yeux des salariés, dans leur choix notamment de rejoindre ou non une entreprise. Et enfin, un dernier élément, bien sûr, c'est le fait de pouvoir partager avec leurs prospects, leurs clients, l'impact qu'ils ont et donc leur participation à des actions comme celle de Corail. Donc concrètement, comment on s'engage aujourd'hui? Comme je vous disais, il y a 3 programmes. Donc moi, je vais tout simplement vous montrer à quoi ressemble chacun de ces programmes. Donc pour le premier programme biodiversité, si vous replantez des récifs, je vous présente l'île d'Ansa, qui est une aire marine protégée. Notre modèle, c'est que nous avons des contrats de gestion avec les aires marines protégées et nous plantons nous-mêmes les coraux autour de ces récifs. Donc, à Madagascar, nous avons une structure, une nurserie, avec des plongeurs, des anciens pêcheurs dont je vous ai parlé, qui viennent donc installer ces structures sur lesquelles on a bouturé du corail. Et donc, comme je vous disais, pendant 3 ans, comme pendant 3 ans, on a besoin en particulier d'attention sur ces récifs artificiels, c'est pendant ces 3 ans-là, du coup, qu'on va remettre un rapport d'impact régulier à la société qui aura financé cette replantation. Le deuxième programme, c'est donc le programme Carbone Bleu dont je vous parlais. Donc, on a un potentiel important qui est en fait l'ensemble de Madagascar, puisqu'on a un partenaire local qui nous permet de suivre les plantations. Et donc là, pareil, on a une structure localement, mais là, cette fois, on a un partenaire qui nous permet d'accélérer et on travaille en fait avec des coopératives locales pour pouvoir avoir des, des jeunes qui viennent planter de façon ponctuelle lorsqu'on a une grosse plantation à faire. Et ensuite, des jeunes qui viennent euh, vérifier et protéger la zone replantée. Encore une fois, notre modèle, c'est toujours pour l'instant les aires protégées, avec l'idée, quand on sera suffisamment grand, d'être force de proposition pour ouvrir de nouvelles aires auprès des gouvernements avec lesquels on va travailler. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est Madagascar. On sait que on n'a pas encore atteint à Madagascar l'objectif des 30% d'aires marines protégées. Eh bien, c'est la même chose dans beaucoup d'autres pays d'Afrique.
Et l'idée pour nous, c'est de devenir un partenaire de ces gouvernements aussi pour les aider demain à déployer de nouvelles aires protégées parce que nous, on va venir restaurer les écosystèmes dans ces régions. Et après, le troisième programme, comme je vous disais, c'était la sensibilisation. Vous avez la possibilité de le faire en auprès de vos collaborateurs, donc au siège ou même dans les différentes agences, des entreprises en fonction du métier, ou chez les comités locales. Donc, pour les sensibilisations collaborateurs, l'idée, c'est surtout que nous construisons un événement fil rouge personnalisé qui explique pourquoi l'entreprise a intérêt à s'engager dans la régénération des écosystèmes marins. Je prends l'exemple d'une télécom. On va venir dans l'entreprise de télécom et on va réexpliquer pourquoi cette télécom internationale qui a des filiales partout dans le monde a un impact un impact écologique important dans la mer par l'installation des câbles de fibres sous-marins. Et donc, en fait, on va construire ça à travers une première conférence, et puis ils peuvent choisir un ensemble de partenaires que nous, on a pour créer une demi-journée de sensibilisation. On peut avoir une fresque océane, on peut avoir une immersion, une plongée en immersion virtuelle. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à embarquer les salariés dans cet engagement. L'idéal, c'est d'ailleurs pour les entreprises qui ont planté avec nous, d'avoir en immersion la nurserie qu'ils ont contribué à financer. Et après, pour la partie communauté locale, nous organisons des événements, des formations auprès des opérateurs touristiques, des skippers et même des pêcheurs locaux. Une formation aux éco-gestes à adopter en mer ou à toute règle qui puisse participer à la protection de ces écosystèmes. Et donc là, c'est vraiment un système de sponsoring. L'entreprise peut sponsoriser ce type d'événement. Nous avons d'ailleurs récemment fait une grande formation de 50 opérateurs touristiques dans le nord-ouest de Madagascar. Et donc, pardon. Jamila, juste pour te prévenir qu'il y a quelques petites questions dans le chat et qu'il nous reste D'accord. une dizaine de minutes, donc simplement pour avoir le temps de les aborder après. Mais Ah, finis ok. ta présentation. Ça marche. Bah, très rapidement, en fait, pour cette partie-là, pourquoi nous choisir? Donc, je disais en introduction que c'était une histoire personnelle et familiale qui m'a embarquée dans cette aventure. Mais c'est qu'aujourd'hui, on est maintenant nombreux à travailler dans cette aventure entre la France et Madagascar, qui est notre premier pays de plantation. Mais notre objectif, c'est de nous déployer pour pouvoir couvrir l'ensemble de l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur l'Afrique? Parce qu'en fait, c'est un continent où les actions de reforestation et de, et de replantation, de régénération des écosystèmes marins sont encore faibles. On a plusieurs petites actions et pas d'actions à grande échelle. Et nous, on espère faire partie des acteurs qui vont permettre de répondre rapidement à l'urgence. Voilà. Et après, c'était juste pour vous dire qu'on était soutenu par des super structures et que en plus, on a aujourd'hui pas mal de visibilité. Et donc, je termine sur, si vous avez envie de voir concrètement ce qu'on fait, je vous invite à regarder l'émission d'Échappée Belle sur Madagascar. Il suffit de taper Échappée Belle Madagascar 2023 et vous allez voir nos plantations de coraux. Voilà, j'ai fini. Et donc, je vais prendre les questions. Merci, Mélissa, pour le rappel. Super, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et qui a fait déjà émerger deux premières questions. La première concerne la survie des coraux, puisque le changement climatique va rendre compliqué, voire impossible la survie des coraux. Comment est-ce que vous avez pris en compte cette donnée dans vos plans et comment vous allez garantir leur survie, hein? Bien sûr. Merci du coup pour cette question. Alors en fait, nous, c'est assez simple puisque déjà la manière dont on choisit les zones où on va replanter, ça commence par là. Donc on choisit une zone où on sait que en fait il y a des espèces qui ont survécu parce qu'en fait on fait de la sélection des espèces
Donc nous, par exemple, on replante principalement de l'acropora dans les zones, dans le nord-ouest de Madagascar. On a constaté que l'acropora et plusieurs de ses sous-espèces sont résilientes à la hausse des températures. Et donc, en fait, on va se servir de cette espèce-là pour reconstituer des récifs. On a conscience que, comparé aux récifs qu'il devait y avoir avant la hausse des températures, c'est un appauvrissement, mais c'est mieux que de ne rien avoir du tout. Donc ça, c'est notre première étape. À notre stade de développement, c'est notre capacité de faire de la sélection, euh, d'espèces, puisqu'en fait, la nature, finalement, est quand même résiliente, même si on a des espèces qui sont en difficulté. Puis le deuxième volet, c'est à un autre stade de développement. On voudrait faire partie, notamment du Conservatoire mondial du corail, mais aussi de partenariats avec des ensembles de chercheurs pour venir rendre plus résilientes les autres espèces et pouvoir les réintroduire plus tard. Et c'est là, en fait, qu'effectivement, on pourra avoir des récifs à nouveau plus riches. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et enfin, le dernier élément, c'est que il y a plusieurs études qui prouvent qu'en fait, les espèces savent aussi quand même s'adapter quand elles ne sont pas dérangées. Parce qu'en fait, il y a le réchauffement climatique, mais il y a aussi toute la pression de l'activité humaine qui fait que les espèces ont tellement de, comment dire, de menaces qu'en fait, elles n'ont pas le temps de s'adapter. Et certains documentaires de Natural Geographic, je vous invite d'ailleurs à National Geographic, je vous invite à les regarder sur les Pristine Islands, montrent qu'en fait, quand il n'y a pas d'activité humaine, certains récifs arrivent à se reconstituer vraiment tout seuls. Donc, en fait, on va jouer un peu sur ces trois volets-là, quoi. Donc, premier, c'est la sélection. Deuxième, c'est le fait de protéger ces aires pour faciliter, du coup, l'auto-adaptation des espèces. Mais le troisième, c'est bien sûr, à terme, d'être capable de participer à la résilience grâce aux différentes recherches. Ok, merci beaucoup. Il y a deux autres questions. Enfin, une première qui concerne le programme carbone et donc mangrove et qui demande quel type de crédit carbone vous proposez et savoir s'ils sont certifiés. Oui. Alors, du coup, nous, on va travailler forcément avec des certificateurs internationaux. Donc, on n'a malheureusement pas la capacité d'être sur le label bas carbone, mais on va plutôt travailler avec Gold Standard et Verra. C'est plutôt de la séquestration aujourd'hui pour l'instant, mais on aimerait aussi se positionner sur l'évitement parce que en fait, en participant à reconstituer des récifs coralliens, on peut aussi se positionner dessus. Alors, c'est principalement la mangrove, les crédits carbone, parce qu'il n'y a pas de crédit carbone sur les récifs coralliens, bien sûr. Et comment faites-vous le calcul des tonnes CO2? La méthode, pour la mangrove, je suis pas capable de vous répondre à cette question. C'est mon équipe technique qui va savoir y répondre. Mais concrètement, effectivement, c'est sur la sédimentation. C'est les équivalents en fonction des espèces qu'on va replanter. Donc, le calcul de sédimentation, ce que est capable de sédimenter en carbone cette espèce. Est-ce que ça répond à votre question, Joséphine? Oui, tout à fait, merci. Je vous en prie. Super. Une autre question, du coup, porte sur le choix des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous renoncez à certaines collaborations lorsque vous considérez qu'il n'y a pas de réel engagement et que c'est plutôt du greenwashing ou uniquement de la compensation via crédit carbone? Bonne question. Surtout quand en fait on se lance, c'est une question de tous les jours parce qu'en fait on jongle entre on est une entreprise qui veut se lancer, on veut pouvoir planter, donc il faut avoir de l'argent, il faut avoir des fonds pour pouvoir faire. Et en même temps, on est tiraillé sur nos propres valeurs en se disant est-ce que vraiment cet argent c'est un argent bon si on a envie de dire et pas et qui vient pas de mauvaises intentions. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, on a, entre guillemets, eu la chance de ne pas avoir à se la poser parce que les interlocuteurs avec lesquels on parle ont prouvé les différents engagements qu'ils ont eus.
On n'a pas encore publié les entreprises avec lesquelles on travaille, mais ça, c'est normal, c'est qu'on est encore qu'à 1 an d'existence, donc on est en train de finaliser tout ça, toute la communication qui vient avec. Mais pour répondre plus franchement et sincèrement sur cette question-là, on n'espère pas avoir, on espère ne pas avoir de dilemme euh, parce qu'en fait, notre position quand même est assez simple, c'est que aujourd'hui, s'il y a bien quelqu'un qui doit participer à la régénération de l'écosystème, c'est ceux qui ont, par définition, détruit ces écosystèmes. Et donc, s'il y a bien quelqu'un qui doit nous allouer des fonds, ça doit être ces entreprises-là. Maintenant, nous, si on crée cette opportunité de sensibilisation aux entreprises et demain, quand on grandira assez, on aimerait avoir un volet de conseils qui nous permettent d'être plus précis, de montrer qu'en interne, il faut que ce soit, faut que ça bouge et que ce soit pas juste de l'argent qui a été donné comme ça et qu'à côté, en fait, ils n'améliorent pas leur, leur qu'ils ne réduisent pas leur impact, parce qu'en fait, nous, on est dans la contribution, mais on veut être dans la contribution de la partie incompressible. On ne veut pas être la contribution qui permette de garder le statu quo, quoi. Donc voilà, du coup, pour l'instant, on n'a pas encore eu de dilemme, mais voilà. Et dernier élément quand même, c'est important, je m'épanche un peu sur ce sujet parce que c'est un vrai sujet qui parle à toutes les green tech aujourd'hui. Dernier élément, c'est que aujourd'hui aussi, on travaille quand même avec soit des cabinets de conseil en RSE, soit des mesureurs, des solutions de mesure d'impact. Et on va être proposé comme projet ensuite de contribution. Et du coup, à ce moment-là, en fait, on se greffe à une solution qui les aide déjà à avoir une visibilité sur ce qu'ils font, qui leur propose d'abord éviter, réduire avant de compenser. Donc, en fait, finalement, on est vraiment normalement dans ce troisième volet. Ok, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre de façon si complète. Sur LinkedIn, une personne demande comment Corail, alors à son échelle forcément, va lutter contre les épisodes de blanchiment qui sont annoncés dans les mois qui arrivent. Ah, merci. C'est mon stress actuel, je ne vous cache pas. Comment on peut lutter contre ça, nous, à part... alors, ce que vous ne voyez pas forcément là, vous le verrez dans le documentaire. En fait, nous, on a deux choses. On a une nurserie sur Terre, dans laquelle on a des bassins, dans laquelle on a quelques espèces qui sont principalement des coraux. Et ensuite, on a une nurserie dans la mer, où en fait, c'est tout simplement tout de suite les récifs qu'on aura replantés. Ceux-là, a priori, quand même, en fonction des zones dans lesquelles on les a mises, ils devraient pouvoir être dans une profondeur suffisante pour pas trop souffrir de cette hausse. Aujourd'hui, je suis pas capable de vous dire si on va pas être affecté ou pas, mais en tout cas, on aura fait le maximum. Et du coup, pour ceux qui sont en bassin, pour le coup, là, on a la gestion de la température de nos bassins, mais voilà, c'est une faible quantité pour l'instant puisqu'on est encore petit. Mais demain, c'est d'être comme le conservatoire du corail, quoi, d'avoir toujours la capacité d'aller en remettre s'il le faut. Ok, merci. On arrive au bout du temps imparti à cette web rencontre, mais il y avait une personne qui levait la main. Vous pouvez poser la question dans le chat et je la poserai à l'oral si c'était une vraie question, si c'était une erreur. Il y a pas de soucis. Je viens de la poser, sinon je peux la poser à l'oral, sinon je viens tout juste de la poser là. Bonjour Jémila, merci beaucoup pour ta présentation. J'avais juste une petite question pour toi. Vu ce que tu fais et que tu comptes sur les dons des entreprises voilà, qui sont volontaires pour faire ces actions-là, est-ce que la forme entreprise ne te pose pas des soucis ou des limites dans la mesure où tu ne peux pas bénéficier de mécénat et du coup que les dons des entreprises qui te financent soient déductibles de leurs impôts? Alors, j'ai fait exprès de choisir le modèle d'entreprise et pas d'association pour plusieurs raisons.
Je vais pas m'épancher dessus, mais sur notre blog, on a écrit cette raison pourquoi on a choisi ce business model. Mais rapidement, c'est surtout parce que je crois au fait qu'il faut qu'on crée une économie nouvelle et qu'en fait, qu'on ne soit pas dépendant de dons. Et nous, justement, c'est pas des dons en fait qu'on demande, c'est une prestation de service. Effectivement, le sponsoring pour la partie communauté locale, c'est effectivement du sponsoring. Donc, c'est du don, on peut dire, ou une partie mécénat. Mais pour le reste, en fait, c'est des prestations. Pourquoi? Parce que le rapport d'impact, par exemple, que l'on va émettre, l'idée, c'est que nous, on est des spécialistes de la CSRD qui va sortir à partir de 2024. On va pouvoir aider l'entreprise justement à répondre à ces questions-là. Donc finalement, on a un peu une posture de conseil que j'aimerais avoir un peu plus tard, quand on sera assez grand. Et qu'on a une partie conseil, mais sauf qu'on applique nous-mêmes finalement. C'est-à-dire qu'on a une partie opérationnelle parce qu'on va planter pour eux, on va leur donner la data, mais on va surtout leur permettre de répondre à leurs obligations. Et donc, c'est une prestation de service en fait. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que il puisse se développer une économie où des entreprises comme la nôtre existent et que c'est pas forcément une association qui doit dépendre de dons et de subventions. Ça répond à ta question? Merci beaucoup, c'est très clair. Merci Jamila, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. On arrive aujourd'hui Merci à vous. au bout du temps qui nous est imparti. Je vais te laisser le mot de la fin et moi en attendant, je vais vous donner rendez-vous à toutes et à tous au 5 octobre pour le webinaire qu'on organise en partenariat avec l'Office français de la biodiversité pour présenter leur initiative Engagée pour la nature et pour partager le retour d'expérience de Respect Océan puisque nous sommes reconnus partenaires engagés pour la nature. Jamila, je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure. Merci. Merci beaucoup Respect Océan. En tout cas, c'est super d'avoir ce genre d'opportunité de présenter notre action. Merci à tous ceux qui étaient présents et surtout tous ceux qui sont encore là. Si votre entreprise a envie de s'engager ou si votre activité peut être partenaire ou participer au développement des écosystèmes marins des côtes africaines, n'hésitez pas à me contacter. Et si votre entreprise a envie de s'engager, n'hésitez pas à me contacter moi ou mon collègue Mickaël, dont vous avez les coordonnées sur la fiche. Voilà. Merci à tous et ensemble pour l'océan. Super, merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de journée et une belle fin de semaine.